20h sur Wolf TV, voici les principaux titres de l'actualité. 8 agents du King Fahd Palace dans tous leurs états. Après leur licenciement, ces ex-travailleurs qui menacent de prendre d'assaut l'hôtel dénoncent les licenciements abusifs, les retraites anticipées, mais également les cotisations non versées à l'IPRES. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants refusent de se plier à la décision du COUD qui leur interdit de passer la nuit dans les couloirs des pavillons. Une mesure incohérente selon les étudiants vu le nombre insuffisant de lits disponibles. Les sourds-muets de Pékin dans le désarroi suite à la fermeture de leur centre de formation pour réflexion. Les responsables du complexe dénoncent cette mesure de la municipalité et menacent de saisir la justice. La page internationale est également au menu de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à vous tous. 8 agents licenciés menacent de prendre d'assaut l'hôtel King Fahd Palace. Ils dénoncent les licenciements abusifs, les retraites anticipées et les cotisations non versées à l'IPRES. Ces ex-travailleurs de l'hôtel interpellent l'État pour une prise en charge de leurs revendications. Mbaye Faye porte leur parole. Il est au micro de Mamantendour. On vient comme ça du tribunal. Il a dit qu'on va où on veut. La retraite pour lui, c'est à 56 ans. Et c'est le président du conseil d'administration de l'IPRES. Tous les autres employeurs sont en train de verser pour leurs employés jusqu'à 60 ans. Lui, il refuse de le faire en utilisant leur argent pour faire ce qu'ils veulent. Le King Fahd n'appartient pas à la famille de Racine Sy. Le King Fahd Palace appartient à l'État du Sénégal. Nous sommes des employés, nous sommes des Sénégalais. C'est le président de la République même qui l'a dit. Et c'est vérifiable. C'est le président qui l'a dit. Depuis le 1er janvier, la retraite au Sénégal est à 60 ans. Moi, je suis délégué du personnel depuis 10 ans au King Fahd Palace. On s'est réunis pour ça. Mais à chaque fois, il insiste. Il a dit que c'est 56 ans. Les syndicats l'ont dénoncé. J'interpelle l'Assemblée nationale, les députés, tout le monde, le Sénégal et le gouvernement pour qu'ils agissent. Parce que lorsqu'un politicien a déchiré l'arrêté du préfet de Dakar, les gens ont interpellé, ils ont parlé. Racine a déchiré l'arrêté du président de la République. L'État n'a qu'à venir voir ce qui se passe au King Fahd Palace. Sinon, nous les travailleurs qui sont victimes de cette injustice, nous allons envahir l'autre. Il n'est plus permis aux étudiants de passer la nuit dans les couloirs des pavillons, décision des responsables du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les étudiants qui n'apprécient pas la mesure se disent contraints car le nombre de lits est insuffisant. Suivons ce reportage de Mohamed Naziroutiam. L'ouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop ce 2 novembre est marquée par l'interdiction aux étudiants de se servir des couloirs et balcons comme dortoir. Nous ne tolérerons plus les occupations anarchiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'année dernière, ce qui a été constaté, c'est-à-dire l'occupation des couloirs, des terrasses, des balcons, ne sera pas tolérée. Le président de l'amicale de la faculté des sciences et techniques, qui est convaincu que cette décision ne sera pas facile à appliquer, ajoute que les étudiants sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile, car le nombre de lits est insuffisant par rapport à celui des étudiants. Mais ça sera difficile, ça sera très difficile, parce que l'étudiant est obligé, très difficile d'enlever cette fellow ici à l'université. L'étudiant qui vient à l'université, l'étudiant qui n'a pas de famille d'accueil à l'UQAD, il est obligé de loger à l'université. Et s'il n'arrive pas à avoir une chambre, un étudiant sur un nombre de fait environ 5 000 quelques lits, c'est très insuffisant. L'étudiant qui occupe les couloirs, c'est pas son choix, je crois. Je préfère pas dormir dans les couloirs si jamais j'ai une chambre où dormir. On est obligé souvent de dormir. Pour éradiquer ce fléau, les étudiants dont la majorité n'ont pas de famille d'accueil à Dakar proposent aux autorités du COUD. C'est de construire de nouveaux pavillons, d'essayer d'aider les étudiants à loger. C'est mieux d'interdire ces fléaux d'une manière catégorique. Ça peut amener encore des problèmes
dans l'université. Construire de nouveaux pavillons, essayer d'augmenter les pavillons pour que les étudiants puissent avoir où loger, c'est la seule solution. Le coût qui exige des étudiants disposant régulièrement de lire une déclaration des personnes hébergées motive cette décision par des raisons de sécurité. Mohamed Nazirou Thiam, autre étudiant mécontent, ceux de l'ENDSS, section assistance sociale, qui disent non à leur transfert à l'école nationale. Des travailleurs sociaux spécialisés qui, selon eux, peuvent perturber leur formation. Ils accusent la direction, le SUTSAS et la tutelle de prendre une décision unilatérale et préviennent d'attaquer le décret auprès des juridictions compétentes. Djibril Gassama est le porte-parole de ces étudiants. Ces propos sont recueillis par Omar Kairé. Nous, élèves assistants sociaux ici présents, nous voyons à travers cette décision une décision unilatérale d'une administration posant un acte incompréhensif, voire inédit. Je peux le même dire, c'est un acte qui n'entre pas et qui est aux antipodes même de nos intérêts. Aujourd'hui, lorsque nous avons choisi de faire un concours, nous avons choisi de faire le concours de l'École nationale de développement sanitaire et social. Nous n'avons pas choisi de faire le concours de l'École nationale des travailleurs sociaux. Je ne vois pas donc pourquoi en mi-formation, on devait nous imposer le transfert. On nous a imposé de quitter une autre école que nous n'avons pas choisie, que nous n'avons pas fait le concours. Aujourd'hui, ça m'étonne. C'est une décision qui vise à mettre fin au chevauchement de la section santé et de la section sociale, à l'heure où on parle de ministère de la santé et de l'action sociale. On pointe du droit au SUTSAS et au directeur de l'école. Ils sont à l'origine même de cette décision, de ce décret. Et selon des sources que nous avons, le décret aurait atterri à la présidence et qu'il devait être traité dans les jours qui vont venir. Nous interpellons tout simplement le président de la République ainsi que toute la présidence que cette décision a été prise à l'insu des étudiants et qu'elle nuit à nos intérêts. Maintenant, si le décret est signé, nous, élèves assistants sociaux ici présents, on ne quittera pas cette école. Et je réitère mon parole, on ne quittera pas cette école. Si cet éventuel décret est signé, on va l'attaquer en justice. En tout cas, on va réunir tous les moyens pour l'attaquer en justice. Nous demandons tout simplement la préservation et le maintien de nos acquis. Restons toujours dans le domaine sanitaire pour parler du mouvement d'humeur du syndicat autonome de la santé. Ces blouses blanches réclament de meilleures conditions de travail et la hausse des primes de risque. Ils étaient en assemblée générale à l'hôpital régional de Thiès. Un compte rendu de Ramatoulaye Sarr. Brassard rouge en relief, assis sur des bancs disposés sur le perron de l'hôpital régional, actuel hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, des blouses blanches, membres du syndicat autonome de la santé, ont dénoncé le traitement qu'ils qualifient injuste dont ils sont sujets et surtout le cas des contractuels. C'est toute une chaîne qui participe à la production mensuelle de l'hôpital. C'est ça la réalité. Il faut vous battre. Si vous ne vous battez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez vous retrouver sur les carreaux. Intéressement, 25% des recettes. Man maag sama directeur ak professeur ya fa nekk ak médecin ya fa nekk ak garçon de salle ya ak fille de salle ya ñoo yem ku nekk montant bi ngay am. Kon yéen a ngi dee. Les contractuels de l'hôpital et les contractuels des autres structures, vous êtes morts. Régler le problème des travailleurs. Aujourd'hui, je pense à ces contractuels qui ont choisi d'aller dans la périphérie. Rien ne se donne sur un plateau d'argent. Nous existons, nous avons des récépissés, nous sommes des leaders et le champ est très large. Chacun a le droit de travailler. Comme récépissé, nous avons 300 partis politiques qui sont mais nous 5 organisations syndicales. Nous ne marchons pas sur le calendrier des autres. Je sens que dans le milieu de la santé, les fonctionnaires sont en train d'égratigner les contractuels. Or, que la réforme hospitalière, pour le secrétaire général national, les choses sont claires. Point de négociation. En janvier 2016, ça on exige. Ce n'est pas un problème de négociation. Parce que vous avez une rétroactivité. Dans nos urgences, vous voyez toujours des médecins qui ne sont pas des Sénégalais, qui ne parlent même pas nos langues, qui sont de la sous-région. On a des problèmes. On a des problèmes par rapport aux CS, qui ne sont pas Sénégalais et qui viennent ici pour devenir des médecins demain et rentrer chez eux.
C'est pour cela que j'invite l'État à prendre en charge la spécialisation. Même si ces travailleurs de la santé réclament de bonnes conditions de travail, ils n'ont pas manqué pour autant de se prêter à l'autocritique. Vous avez entendu tout dernièrement les gens parler de l'accueil dans nos hôpitaux et des urgences. Il faut qu'on en parle nous aussi. L'accueil, c'est quoi? L'accueil, ce n'est rien d'autre que l'éducation. La personne doit être bien éduquée. Ramatoulaye Sarthiès, Radio-Télévision. Je vous le disais en titre, les sourds-muets de Pikine risquent de se retrouver sans école après la décision prise par la municipalité de la ville de fermer le complexe Léopold Sédar Senghor pour réhabilitation. Les responsables du centre de formation des sourds-muets, très remontés contre le maire de Pikine, menacent de porter plainte contre l'État et d'assiéger le cabinet du maire pour se faire entendre. Voici Semou Diouf, le directeur du centre, au micro de Théodore Semedo. Le maire de la ville de Pikine, il nous a dit qu'il va réfectionner ce complexe. Et on doit sortir. Les sourds-muets, le centre d'alphabétisation des sourds de Pikine. Et nous sommes en pleine année scolaire. Nous, on déplore le comportement du maire. Il n'a pas concerté avec nous, il n'a rien parlé avec nous. Ce qu'on déplore. Et je demande, monsieur le président de la République, si le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, il est là comme son oncle ou comme la maire de la ville de Pikine, comme ça. Il ne concerte, il ne parle avec personne. C'est ça qu'on déplore. On va partir chez son cabinet. S'il n'a pas de local à nous offrir, on prend son cabinet. Il nous donne son cabinet. On met là-bas les cours. Ça, c'est normal. Et on va porter plainte au comité international pour l'État du Sénégal d'avoir laissé des enfants à ras. Parce qu'il y a des milliers, des millions d'enfants dans ce pays. Ce n'est pas seulement Pikine qui existe. Il y a Casamance, Kaolack, tout. Des enfants inalphabètes. La société civile n'a rien fait. La société civile n'existe pas au Sénégal. Ils règlent seulement des problèmes des politiciens. Ce n'est pas des droits de l'homme. Si c'était des droits de l'homme, ils vont venir défendre ces sourds-muets-là, qui n'ont pas l'accès à l'éducation. Moi, je ne reconnais pas une société civile au Sénégal. Chômage, criard des jeunes de Pikine, acteurs non étatiques et associations sportives déplorent cette situation. Ils plaident pour l'auto-emploi. Mamadou Ly, leur porte-parole, s'entretient avec Théodore Semedo. Notre objectif, c'est de promouvoir l'auto-emploi. C'est de faciliter aussi les ASC pour nous bénéficier de la politique de l'emploi des jeunes. Parce que les ASC, c'est des structures organisées qui connaissent leur milieu naturel et qui ont l'ancrage nécessaire. Maintenant, il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent mettre en place des projets bancables et viables afin de pérenniser les structures qui seront créées. Il va falloir former les jeunes, les encadrer, identifier avec eux leurs projets avant de le conceptualiser, mettre en place les business plans et aller à la recherche de financement selon les différentes structures habilitées. À la sortie du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, qui disait partout dans le projet PAPEJ, il y a plus de 600 millions qui dorment dans la banlieue, faute de projets bancables. Et vraiment, nous allons participer quand même à élaborer des projets bancables au profit des jeunes des différentes ASC pour que l'ensemble des programmes publics mis en place par l'État puissent être rentables pour les jeunes. Restons toujours dans la banlieue dakaroise. Les quartiers Toldiaz et Kamb du village de Korambaïfal souffrent d'une insécurité grandissante et un enclavement du fait de la traversée de l'autoroute à péage. À cela s'ajoute un manque de structures sanitaires. Population et autorités municipales de Mbao exigent la construction d'une brigade de gendarmerie et le désenclavement de la localité. Un reportage signé Théodore Semedo. Insécurité galopante au quartier Toldiaz, Kamb, Kermbaïfal de la commune de Mbao. Population et autorités municipales de la localité dénoncent et réclament l'ouverture d'une brigade de gendarmerie. Mbao est tellement grand maintenant. C'est une commune qui polarise quand même beaucoup d'habitants. 100 000 habitants, c'est pas 5 000. Nous n'avons pas ni un poste de police, ni une brigade de gendarmerie. Nous avons même mis un local, l'ancien poste de santé de Kermbaïfal. On l'a mis à la disposition de la gendarmerie
pour qu'ils puissent y ériger donc une brigade. Donc nous pensons à la sécurité des populations. Certes, nous n'avons pas les compétences, certes, nous n'avons pas les moyens, mais nous avons donné le terrain, nous avons écrit, on avait l'accord de principe des responsables de la gendarmerie, alors on les attend pour qu'ils puissent quand même, ne serait-ce qu'une brigade pour la commune de Mbao, vraiment ça va soulager toute la population. Nous avons la sécurité parce que ça y fi, woyou yang fi, dorok bang fi. Les inondations hantent aussi le sommeil de ces populations avec la traversée de l'autoroute à péage. Parce que l'autoroute à péage, même s'il soulage des personnes, quand même pose beaucoup de nuisances à la population de ce quartier. Il y a beaucoup d'inondations qui ont été occasionnées par cette route. Je lance quand même au cri de cœur à l'AGEROUTE, à l'APIX, mais surtout à la SENAC, pour qu'ils puissent venir réparer les préjudices qui sont causés par l'autoroute à péage, pour que la population ne soit plus inquiète par rapport à ces inondations. Se soigner correctement constitue aussi une préoccupation pour ces populations de Tol Diaz Kambo qui sollicitent l'appui de l'État pour le désenclavement de la zone et l'érection d'autres structures sanitaires. Nous ressentons les mêmes mots que la population qui est de l'autre côté. Donc c'est là une occasion pour lancer aussi un message au ministère de la Santé, mais aussi aux ministères qui sont chargés de l'école, de l'éducation, pour que de l'autre côté, qu'ils puissent avoir des postes de santé, qu'ils puissent avoir des écoles, que ce soit primaire ou des CM, lycées, pour que quand même cet écart puisse être réduit. À rappeler que ces populations de Tol Diaz Kamb, de Kër Mbaye Fall Mbao ont étalé leurs difficultés en marge d'une visite de chantier effectuée par leur maire sur les routes qui doivent traverser leur quartier. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Formation en journalisme, le verre est dans le fruit et même à la racine mal plantée dans certaines écoles de formation qui pullulent partout au Sénégal. La bonne graine mêlée à livrer explique le mélange de genres, faisant même oublier que tout communicateur n'est pas journaliste. Les professionnels appellent à une bonne régulation pour éradiquer le mal, un dossier qui porte la signature de Sokhna Khadija Niang. La communication et le journalisme jouent un rôle important dans notre société et de plus en plus on note une pluralité des instituts privés de formation en communication et en journalisme. Et cet outil important nécessite beaucoup de professionnalisme. La presse, elle est là pour contrôler l'action du gouvernement, donner la bonne information aux citoyens, participer à l'émergence d'un esprit citoyen responsable. Donc la presse a un rôle d'avant-garde, d'alerte et de veille. Nous sommes dans un monde qui communique beaucoup. La communication a une importance première. 80 à 90% du travail des managers, c'est dans la communication. Le contexte de floraison de ces instituts entraîne une baisse du niveau des journalistes. Parfois même, le niveau des professeurs laisse à désirer. Naturellement, les journalistes ne peuvent pas être en reste, parce qu'ils font partie du système d'enseignement de ce pays. Donc, aussi bien le secteur de l'éducation, dans d'autres secteurs, vous verrez que le niveau, effectivement, est en baisse. De la même façon, vous verrez que dans le milieu de la presse également, le niveau est en baisse. Donc, c'est la faute au système d'enseignement de manière générale. Quand on corrige un peu le papier d'un stagiaire qui revient fraîchement de reportage, écoute, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école en réalité? Parce qu'il ne s'agit pas, en théorie, on devait corriger leur papier, mais il y a certains cas de figure où on est obligé carrément de rédiger carrément le reportage à la place du stagiaire. Si cette pluralité fait l'affaire des directeurs, la question que l'on se pose est de savoir si ces derniers accompagnent leurs étudiants jusqu'au marché de l'emploi. De plus en plus d'écoles arrivent à encadrer l'étudiant sur le plan professionnel, d'abord en lui trouvant stage, n'est-ce pas, et ensuite en lui permettant effectivement d'accéder à l'emploi. Et souvent, ces écoles recrutent elles-mêmes ses propres produits. Le choix des stagiaires est sélectif au niveau des rédactions. Certains sont souvent retenus après un stage prometteur. Les étudiants ont besoin de pratiquer, d'allier pratique et théorie. C'est sur la base de cela qu'on s'est dit qu'il faut qu'on donne la chance aux étudiants qui sont à l'école et qui n'ont pas l'occasion de traiter directement avec l'information sur le terrain,
que, bon, donc on les recrute ici, soit 1 mois ou bien 2 mois, pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie à l'école. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens arrivent, déposent les dossiers, et les journalistes, les directeurs de publication et les rédacteurs en chef apprécient et regardent un peu par rapport au dossier et par rapport à leurs besoins. Pour combattre cette baisse du niveau, ces experts en journalisme préconisent un bon cadre et plus de rigueur dans la formation. Moi, j'ai l'impression que c'est des écoles de formation qui ne vendent que du vent, en réalité. L'État n'a qu'à opérer une certaine... je ne dirais pas qu'il exerce un nettoyage dans une grande ampleur, non. Mais qu'ils essaient un peu de filtrer, c'est-à-dire qu'ils essaient d'organiser et qu'ils essaient un œil sur ce que les gens font dans le privé. C'est bien de libéraliser, c'est bien d'ouvrir le métier de journaliste à tous ceux qui aspirent à devenir journalistes, mais il est encore important de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé dans ces écoles-là. Le niveau des journalistes est de plus en plus remis en cause, vu contraste saisissant au moment où on assiste à un foisonnement à des écoles de formation, d'où la nécessité, selon certains, d'être plus regardant sur les enseignements dispensés dans ces instituts. Sorna Khadija Nyan, on passe maintenant à la page internationale, une présentation de Ndei Amamasi. L'Union européenne a signé jeudi un accord d'un montant de 23 millions d'euros avec le gouvernement tunisien pour soutenir la réforme et la modernisation du secteur de la sécurité dans ce pays en proie à la menace djihadiste. Ce programme signé par l'ambassadeur de l'Union européenne, Laura Baeza, et le ministre de l'Intérieur, Najem Garsaï, revêt un caractère pilote et accompagnera la Tunisie dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, en développant une doctrine sécuritaire en phase avec les valeurs démocratique, a déclaré Mme Baeza. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à une augmentation des attaques djihadistes, la plupart revendiquées par le mouvement lié à Al-Qaïda, qui ont coûté la vie à des dizaines de militaires, policiers et gendarmes. Le crash de l'avion russe, dont les causes ne sont pas encore clairement établies, porte un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà affecté par des années d'instabilité politique. 5 jours après la catastrophe, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les professionnels de ce secteur clé de l'économie du pays. La piste d'un acte terroriste est désormais officiellement envisagée par Londres et Washington, même si elle n'est que spéculation encore sans fondement pour le Caire et le Moscou. De plus, la Grande-Bretagne et l'Irlande ont suspendu les vols avec la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, d'où avait décollé samedi l'avion russe avec 224 personnes à bord qui ont toutes péri. 2 ans après la défaite du mouvement du 23 mars M23, les espoirs de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, nés de la chute de cette rébellion, se sont envolés et la crise au Burundi voisin vient assombrir les perspectives pour la région. Le M23 a été vaincu le 5 novembre 2013 par l'armée congolaise avec l'appui de la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, après 18 mois de guérilla au Nord Kivu. Le mois suivant à Nairobi, le M23 et Kinshasa signaient des déclarations d'engagement ouvrant la voie au rapatriement de la plupart des combattants en vue de leur réinsertion dans la vie civile au retour de plusieurs centaines de milliers de réfugiés congolais. Et c'était tout pour cette édition réalisée par Ousmane Sen et que j'ai eu le plaisir de vous présenter. À la régie. Il y avait Aïssatou Diagne. Merci à Ndella Amar pour l'appui esthétique. Restez avec nous dans un instant. Le débat du jour avec Moustapha Diop et ses invités. Excellente soirée à tous.